Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet Boom pour une nouvelle vidéo. Eh oui, en mode live, même si je fais un enregistrement, mais il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de coupure. Allez, c'est un petit challenge que je me donne. Voilà, l'actualité box est au repos actuellement, mais ça n'empêche pas d'avoir des réflexions box. Et en ce moment, je, non pas je m'interroge, mais en ce moment il y a quelque chose, je trouve, qui revient énormément dans nos discours, c'est la question du sparring. Le sparring. Alors, le sparring dans la boxe, le sparring dans nos débats boxe, quelle est véritablement sa place? Et ça, c'est extrêmement dur à dire, puisqu'on a, non pas l'habitude, mais quand, quand on est un peu dans le milieu, on dit toujours que il faut savoir se tempérer par rapport au sparring. On ne peut rien dire d'un sparring finalement. Voilà, la vérité se trouve simplement dans la vérité du combat, du jour J. Euh, et c'est bien vrai d'ailleurs. C'est bien vrai. Sauf que ça n'enlève pas que le sparring a une place dans nos esprits, dans nos propos, dans nos analyses. Et cette place-là, finalement, elle est bien plus difficile à établir qu'il n'y paraît. Voilà, alors, d'un sparring, on ne peut rien dire. Et effectivement, mais d'un sparring, il peut se révéler, se faire, se défaire énormément de choses et de choses importantes. Voilà, alors, pourquoi ça revient énormément dans nos propos, dans nos discours? Je vais y aller tout de suite avec Devin Haney. Alors, Devin Haney, mes pirates, euh, un personnage et surtout avec son père, et surtout un boxeur que j'apprécie énormément, même si il aurait encore plus d'amour de la part du capitaine si il mettait toutes ces ceintures de merde, de sous-ceintures de merde de côté. Mais bon, il joue le jeu, il est obligé d'en jouer pour un peu monter dans les discussions. Bref, on a compris. Sauf que Devignani est un petit Mozart, un petit prodige, je dirais presque fabriqué pour être un grand boxeur. Et Devignani, depuis longtemps on le sait, est un personnage de sparring. Je m'explique. Cette semaine, Ryan Garcia euh, était affronté Campbell, mais Devineni a été vraiment présent dans les discussions, dans les réseaux, sur Internet. Et il y a une interview avec Barstool Sport, qui est un gros média américain. Une discussion, voilà, et il évoque un sparring au Mayweather Gym. Alors l'année, on ne la sait pas. Je pense que ça doit remonter à 3 ou 4 ans. Contre Gervonta Davis. Voilà. Et il en parle, et bon, alors bien sûr, ils vont pas au bout de leur franchise à dire j'ai eu le dessus. Ils laissent le dire aux gens qui l'interviewent. Voilà. Enfin, l'idée allait bien passer. Allait bien passer. Et donc, euh, de cette interview-là, il y a eu un buzz. Là, ça a discuté. Là, en tout cas aux États-Unis, ça a discuté sur Devin Haney, Gervonta Davis. Gervonta Davis, évidemment, s'est senti obligé de répondre. Euh, voilà, mais finalement, ça prouve bien une chose. C'est que le sparring, oui, ils se sont pas affrontés en combat, mais n'ont-ils pas déjà commencé leur affrontement avec ce sparring? Et de ce sparring, qu'est-ce qu'il en ressort? Bon, il en ressort déjà beaucoup de parlotte, mais ça, c'est le milieu de la boxe. Qu'est-ce que ça parle? C'est vraiment des langues de, ouais, on va dire, bien pendues. Qu'est-ce qu'il en ressort? C'est que euh, toute l'importance du sparring dans ce milieu de boxe, dans ce microcosme de l'élite. Parce que
D'un sparring, finalement, il y a des démarches, il y a des dynamiques qui se mettent en place. Il y a de la confiance, et on y reviendra un peu plus tard, il y a des confiances énormes, des doutes aussi qui naissent d'un sparring, évidemment. Alors, le sparring n'est pas le combat officiel, mais le sparring est... n'est pas l'inverse d'un combat. Tu ne peux pas monter dans un sparring sans, sans envie d'en découdre et sans engagement. À ne conseiller à personne de monter dans un sparring avec aucun engagement. Non. Il y a un engagement total qui se fait dans les sparring. Alors oui, il y a les casques, oui, il y a les protections, oui, les gants sont des plus gros gants que d'habitude. Voilà. Les sparring, vous voyez jamais des gants de combat dans un sparring normalement. Enfin, d'un 8 Oz pour certaines catégories, je pense qu'on est sur du 16 minimum. Voilà. Donc, le sparring est une place essentielle parce que c'est déjà psychologiquement c'est une place énorme. Il y a des confrontations, il y a des rivalités qui naissent d'un sparring et il y a des dominations dans la rivalité, dans des rivalités inconscientes, dans des rivalités qui ne se sont pas concrétisées sur le ring en combat officiel, mais qui font que il y a quand même un mec devant et un mec derrière. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même un mec quelque part qui est gagnant et un mec qui est un peu perdant. Et la dynamique d'un sparring est extrêmement importante pour la dynamique psychologique de rivalité, puisque quand tu fais partie du Gotha, tu as testé en sparring à peu près tout le monde. À peu près tout le monde. Voilà. Mais dans sparring, et donc la figure de Devineni est assez importante parce que, voilà, Devineni, je connais autant ses combats que je connais ses sparring. Il y a 5 ans, c'est sparring avec Shakur Stevenson, où tu vois bien qu'ils y vont léger tous les deux, que ça travaille quelque chose, que voilà, et d'autres, toutes ces histoires de sparring au Mayweather Gym, le petit prodige, où apparemment il a été le sparring aussi avec Zab Judah, il était le sparring de Floyd pour certains de ses combats. Alors je sais pas combien de rounds il a fait, mais à mon avis, voilà, il devait peut-être faire 1 ou 2 rounds, le pousser un petit peu. Voilà, mais bon, il y a ça qui est autour de lui. Et de toute façon, son nom, ces histoires de sparring ont fait son nom avant que Devineni devienne véritablement un nom auprès des vraies analyses de boxe. Ça, c'est une évidence. Autre chose dont je voulais vous parler, c'est que un sparring, alors ce n'est pas un combat. Bon, voilà, on ne peut rien dire d'un sparring. Là encore, est-ce que les sparring aussi ne donnent pas le chemin, le plan de match d'un futur combat, ou ne changent pas, ou peut-être changent-ils la donne d'un futur combat? Alors, il y a Quincy Taylor, je vous en ai déjà parlé. Quincy Taylor, là j'ai mis son affiche contre Terry Norris. Quincy Taylor qui est un sacré boxeur, Sospo, dur au mal. Et ce Quincy Taylor, entre autres, pourquoi il est resté dans l'histoire de la boxe? Alors qu'il est devenu champion du monde. Bien plus tard, il est devenu champion du monde, il a même fini la carrière de Julian Jackson, ce qui n'est pas rien. Mais Quincy Taylor, il reste dans l'histoire de la boxe en étant le mec qui a knocké notre ami Léonard, Sugar Ray Léonard, en sparring, dans l'optique du futur affrontement contre Hagler. Et Léonard avait pour idée de vraiment faire une Ali, de tourner, de faire vraiment le boxeur. Voilà, et il se fait... Enfin, non, excusez-moi. Voilà, c'est la fatigue qui parle. Il avait dans l'idée plutôt d'aller au charbon au combat. Et en se préparant avec Quincy Taylor, dans un sparring donc forcément dur, ça reste en face, il le knock. Donc là, ça change le plan de match, et là, il nous a fait une Ali, plutôt, où là, ça tourne, ça boxe, c'est en mouvement, ça va, ça vient, et tout ça, et il a changé totalement sa dynamique de combat. Ce qu'il avait cru voir, Sugar Ray Leonard,
en étant spectateur de Hagler contre ce Beast Mugabe, ce qu'il avait cru d'Elsley, et le plan de match qu'il a établi ce soir-là de 86, c'est pas finalement pas du tout ça qui va faire, qui va mettre en application le soir d'avril 87. Pourquoi? Parce qu'il y a Quincy Taylor qui lui a fait changer d'avis pendant un sparring. D'où l'importance du sparring. Qu'est-ce que c'est? Comment interpréter? Quelle est, encore une fois, la place du sparring? Là, on est dans un moment, vous êtes bien d'accord avec moi, hop, on est dans un moment essentiel d'histoire de boxe. Et l'origine de ce grand débat éternel qu'on a sur cette soirée d'avril 87 à Hagler-Hearns, est-ce qu'elle n'est pas à l'origine d'un sparring? Est-ce qu'un sparring n'est pas l'origine de tout ça? Je pense que oui. Voilà, Quincy Taylor et Leonard, je rêverais d'avoir vu sparring évidemment, mais à changer la donne. Donc, c'est extrêmement compliqué à la fois de baser toutes nos théories, tous nos discours et toutes nos pensées sur des sparring, et à la fois rejeter d'un revers de la main ce qui se passe dans un sparring n'est toujours pas possible. Et puis le sparring, il faut le dire aussi, a une importance puisque dans la boxe, c'est moins, on en parle moins, mais être un sparring partner, c'est un métier. C'est un métier en soi, le sparring partner. Faire travailler le champion, c'est un métier en soi. Et quel a été le sparring partner qui a éclos? Et je vous rappelle, hein, c'est un petit peu presque une erreur de casting. Mais Larry Holmes, c'est évidemment le sparring partner par excellence. Il a, dans les camps de Mohamed Ali, quand il commence sa carrière, vraiment le tout début de sa carrière, c'est vraiment pour peanuts. Hein. Je crois que son premier ou deuxième combat, il boxe pour $16, tu vois. Il est de la Pennsylvanie, mais il n'est pas de Philadelphie, ça a son importance. Il est donc il est dans le rouage du clan Ali en étant le sparring partner, notamment attitré, et en faisant travailler l'idole et faisant travailler le champion. Mais Holmes était plus que ça. Plus que ça. D'ailleurs, il a boxé en sous-carte de combat d'Ali hein, aussi. Notamment le Thriller in Manila, il est en sous-carte. Mais Holmes c'est beaucoup plus que ça, et Holmes va éclore. Voilà. Mais je te dirais, c'est magnifique parce que il a été plus fort que le destin, Holmes, parce que normalement, il aurait dû rester un sparring partner. Donc, en soi, c'est un métier, sparring partner. Il y a des mecs, en fait, oui, ils ont une carrière professionnelle, mais en fait, au fond d'eux, c'est des mecs qui charbonnent beaucoup, qui donnent beaucoup de rounds en sparring, voilà, qui s'usent en sparring aussi, énormément. Voilà. Et donc, le sparring est véritablement aussi un lieu de travail, un lieu économique et un lieu où, comme je vous l'ai dit, les choses peuvent beaucoup plus basculer qu'on ne le croit. Beaucoup plus. Alors d'un sparring aussi, on peut essayer de cacher ce qui se passe. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et l'année dernière, ce qui a été ultra intéressant, je vais mettre l'affiche tout de suite, c'est Joshua Ruiz. Joshua Ruiz, finalement, imaginons que Joshua réussisse à knocker for good Andy au 3e round, ben, on se serait dit, ouais, il a été un petit peu bizarre en début de combat, à l'avant-combat, il avait un comportement un petit peu bizarre, voilà, ça serait passé, l'eau aurait coulé sous les ponts, on aurait complètement oublié. Et le fait qu'il y ait cet upset, le fait qu'il y ait cette réaction de Joshua, le fait qu'il y ait aussi cette fin de combat, je vous laisse déterminer. Moi, je pense qu'il y a aussi une part de
de quit chez Joshua, ce qui est énorme, nous fait dire oula, c'est pas normal, c'est passé quelque chose. Même cette entrée sur le ring, comment il est, son comportement avec l'arbitre et tout ça, il est pas. C'est un Joshua qu'on n'arrive plus à saisir. Et donc il faut un peu gratter. On gratte un petit peu et tout explose sur les réseaux sociaux, tout explose. On en sait un peu plus. Joshua, avec un sparring attitré, Joey Dajueko, un super boxeur, le même gabarit à peu près que Andy Ruiz, très très bon boxeur, qui n'a pas la carrière qu'il aurait mérité. Il s'est fait entourlouper plus d'une fois aussi. Ouais. Dernièrement, il y a un an, là, il avait boxé Frank Sanchez, un combat compliqué. Et il avait donné, ça va la décision, parce que c'est un dur. Et le Dajueko, comme Quincy Taylor, la rumeur enfle et ça explose, il peut pas le dire, mais tout le monde comprend, il aurait knocké Joshua en sparring. Il est tellement knocké que Joshua, il aurait été fragile, et on le voit, fragilisé. On le voit, certains se demandent même s'il n'y avait pas une concussion, je sais plus le dire en français, tant pis, qui en aurait pas découlé. Voilà. Et ce Joshua un peu perdu, le Andy Ruiz, il l'a, en réagissant très bien à son knockdown, Andy Ruiz, avec le contre à la tempe du troisième round, ça fait rejaillir tout ça. Et finalement, on peut interpréter comme si le doute qu'il essayait d'enfuir d'un sparring précédent ressortait tel un geyser, ressortait chez Joshua à partir de ce moment-là. Et c'est assez énorme à voir. Et dans cette optique-là, regardez ce combat-là, je dirais presque que ça saute aux yeux. Donc c'est extrêmement intéressant. Là encore, de cet upset naît peut-être d'un sparring. Alors un sparring n'est pas un combat, mais l'importance d'un sparring, c'est pas anodin. Ce n'est pas rien. Encore une fois, la place d'un sparring pour des champions, pour l'histoire de la boxe, est extrêmement compliquée à savoir peser. Mais une chose est sûre, c'est que il y a une importance. Il y a une importance, voire une grande importance. Parce que on parle de Joshua Ruiz, on a parlé de Sugar Ray Leonard, mais moi j'aimerais révoquer encore une autre soirée légendaire, date importante de boxe, c'est l'unification totale des poids lourds en 87. C'est cette affiche. Mike Tyson contre Tony Tucker. C'est cette affiche et ce combat, Tony Tucker, je crois, devient champion en mai contre Buster Douglas en sous-carte de Tyson contre Smith ou Pinklon Thomas, je sais plus. Je crois que c'est Pinklon Thomas. Et donc, il a que finalement, il profite du statut de champion IBF, genre quelques minutes, quoi. L'optique de la réunification est déjà là. Il est financièrement, il est contraint il ne peut pas s'octroyer le droit de post-dater le combat. Et pourquoi il ne le fait pas? D'une part, je vous conseille de vous renseigner sur la vie et à ce moment-là, dans les années 80 de Tony Tucker, comment il était coaché, managé par son père, et un père un peu indigne, on pourrait dire. Bref, il y a ça, et puis il y a une préparation pour ce combat contre Tyson, une préparation qui se passe bien, et puis il y a un sparring. Un des sparring attitrés de Tucker est une langue de pute, un petit peu. Ça parle beaucoup dans le dos de Tony, du côté de... Je crois qu'il s'entraîne à Las Vegas à ce moment-là. Je sais pas s'il s'entraîne sur la côte est ou à Las Vegas, mais de souvenir,
mais vérifie quand même. Je crois que c'est à Las Vegas qui s'entraîne. Et c'est en gros, le sparring, à peine il a fini ses séances d'entraînement, et que ça parle dans le dos de Tony et tout ça, et tout ça. Et ça revient aux oreilles de Tony. C'est un petit milieu, et un petit milieu où le drama est bon. Le milieu boxe est un milieu de drama queen. Donc Tony, la séance d'après, en ayant ça en tête, bon, le sparring, alors, est-ce encore un sparring? Puisqu'en fait, c'est une punition qu'il va mettre à son gars. En fait, il va lui passer au travers, mais sauf qu'il veut tellement lui faire mal, et lui fait tellement mal, que Tony Tucker, comme un con, se fait mal. Et se brise la main sur la gueule de ce sparring. Et de là, il se brise la main à un mois ou 3 semaines du combat. Enfin bref, de là, le combat change complètement. Et Tony Tucker, qui aurait pu revoyer ce combat, qui, en étant à 100%, aurait pu peut-être donner vraiment, vraiment quelque chose de grand face à Tyson, n'a justement pas pu être à 100%. Il a été l'ombre de lui-même, mais ça fait les 12 rounds. Voilà, il y a eu quelques petits bons moments, mais tu vois bien qu'il ne peut absolument pas utiliser complètement sa main arrière qui s'était fait, où il s'était fait vraiment mal. Vous voyez, encore une photo. Voilà, ça aurait été quelque chose. C'est un grand what if de la boxe finalement. Un Tony Tucker à 100% ce soir-là, qu'est-ce que ça aurait donné? Et je pense que ça aurait pu donner, alors je dis pas que Tyson aurait perdu, mais ça aurait pu donner un grand combat avec un Tyson peut-être mis dans une eau trouble qu'il n'avait jamais vécu jusqu'à présent. Je le pense sincèrement. Voilà. Et donc, c'est terrible, parce que ce sparring, ça, voilà, la date de sa vie, la nuit de sa carrière à Tony Tucker, il ne peut avoir que des regrets, et je dirais même ça ne change pas la grande date de sa carrière, ça change toute sa carrière, et je dirais même ça change sa vie. Ça change sa vie. Voilà. Et tout vient d'un sparring qui se passe extrêmement mal. Bon, Tucker avait d'autres problèmes aussi à côté, mais sportivement, tout vient de là. Tout vient de là. Donc quand je vous disais que le monde de la boxe est un monde de drama queen, et surtout au niveau de l'élite, hein, ils se connaissent tous, ils ont tous des histoires sur les uns et les autres. Vraiment, ils ont tous des histoires sur les uns et les autres. Quelle que soit la catégorie, voilà. Ils savent des choses que le kidam ne savent pas. Et d'où tout ça vient? Et ça vient de séances de sparring, à chaque fois. À chaque fois. Voilà, des histoires. Voilà. Alors je vous en ai donné une, je vous en propose une, c'est par exemple Karim Mayfield. Karim Mayfield qui était un très très bon boxeur. Enfin, je pense qu'il boxe toujours, je sais pas, il est passé à côté de sa carrière, surtout et l'année 2012-2013, ça passe à côté. Karim Mayfield, on ne comprenait pas, c'est que chaque fois qu'il croisait le clan Danny Garcia, ça partait en vrille, ça partait presque en bagarre générale, en échauffourée dans les travers des hôtels, dans les couloirs, avant les conférences de presse. Parce que, d'où vient l'histoire du beef entre Karim Mayfield et Danny Garcia? Bah, tout vient d'un sparring qui se passe à Philadelphie, où apparemment, alors c'est toujours he say, she say, hein, tu sais, c'est toujours il a dit, lui a dit, enfin parole contre parole. Apparemment Karim aurait été extrêmement bon, et il aurait fait mal. Il ne serait pas attendu à ça, Danny Garcia, et de cela, le Danny Garcia, il aurait fait le jeu de Karim Mayfield. Je ne connais pas, jamais rencontré, je ne connais pas, non, je sais pas du tout. Ce qui rendait dingue Karim Mayfield, c'est parce qu'en gros, c'était vraiment sa meilleure perf, c'était notamment ça à ce moment-là, dans le microcosme, tu vois, et le Danny Garcia faisait semblant de ne pas le connaître. Voilà.
Donc ça, c'est des histoires. Et toutes ces histoires proviennent toujours, non pas de combat amateur, mais de sparring. Voilà. Alors, autre sparring légendaire dont j'aimerais connaître les implications. Parce que là, on est vraiment en spéculation. Je vais vous mettre cette photo que j'adore. Ça va pas vous surprendre, c'est encore un Sport Illustrated. Honnêtement, ce Sport Illustrated là, à mes yeux, c'est une des couvertures les plus mythiques de Sport Illustrated. Tout est dit. C'est extrêmement mythique. Je pense que ça vaut sa petite fortune maintenant si tu le possèdes. Et là, c'est le chaos. Pourquoi je vous mets ça? C'est 1988, c'est Mike Tyson, c'est énorme. C'est énorme, d'accord? C'est énorme. Voilà. Mais en 88, et là, j'aimerais savoir la date, et je pense que vous, en étant fou de Tyson comme vous l'êtes, mes pirates qui m'écoutez, je suis sûr que dans les commentaires, vous pourrez m'en donner un petit peu plus, et peut-être vous avez la réponse. Mais 88, c'est à la fois Tyson qui explose Larry Holmes et qui annihile le fantôme Michael Spinks pour notre plus grand bonheur. Voilà, c'est ça. Et 88, et puis aussi Robin Givens. Robin Givens, ça a fait 1988 avec Tyson. Oh là 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 là. Oh là 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 la Robin. Aïe aïe aïe. Bref, mais il y a aussi un sparring avec son sparring attrité, Oliver McCall. Et Oliver McCall, apparemment, les meilleurs sparring contre Tyson d'Oliver McCall, c'est en 88. Avec ce sparring de légende où McCall aurait knocké Mike. Alors Mike, il y aura très longtemps, je m'en souviens plus. Je dis pas que c'est pas arrivé, mais je m'en souviens plus. Disparu. Je suis sûr que ça n'a jamais disparu de son esprit. Alors j'aimerais savoir sparring à quelle période de 88 il arrive. Parce que s'il arrive avant ce combat-là, c'est pas mal. Tu vois, Tyson, d'une part, ne montre aucune séquelle, et puis voilà. C'est de l'ordre de l'anecdote. Mais si ça arrive à notre période, est-ce que c'est pas aussi un Tyson qui est pris par tellement d'histoires autour de lui qui se fait knocker en sparring aussi. Grande question. Ça, c'est une grande question de boxe. Et finalement, c'est une grande question concernant un sparring. Et pourtant, c'est une grande question de boxe. Donc voilà. Sparring est plus... les histoires de sparring sont des histoires qui intègrent totalement les grandes histoires de boxe. Et donc, on peut pas les mettre de côté. Elles sont impossibles. Je viens de vous prouver par deux qui sont mythiques. Et c'est impossible. Alors le sparring en soi, tiens, on va mettre, et ça sera, en gros, ça sera ma dernière idée sur cette question du statut du sparring. Tiens, je vais mettre comme ça, puis on va mettre notre ami Tony. On va mettre Tony, notre ami Tony, on va le mettre là. Parce que si tu fais pas en France, et en français, une vidéo sans Tony, ça bide. C'est une vidéo, elle fait pas de vue. Tu vois. Je suis obligé de parler de Tony si je veux faire un petit peu de vue. Si je veux faire réagir, tu vois. Si je veux faire réagir le français. Mais peu importe. Tony Yoka, pour moi, est l'exemple actuel aussi d'un futur champion qui se construit autant par les combats qu'il a effectués que par ses sparring. Je vais vous mettre une photo, par exemple, de son sparring contre Joseph Parker. Alors, toujours compliqué parce que la donne, la règle immuable, c'est que on ne dit rien sur les sparring, mais sauf que parfois ça démange les boxeurs, et ça se comprend, ça démange les boxeurs de dire là je viens de faire un sparring, putain j'ai été bon, j'étais bon, j'étais très très bien, et en face de moi c'était un mec qui a eu une ceinture, tu vois. Donc tu peux pas le dire, mais il faut que tu essayes de le faire comprendre, donc comprenne qui pourra, généralement on comprend bien les choses, voilà. Donc le Tony il a affronté finalement Parker déjà en session de sparring. Voilà,
Et aussi un autre sparring qui, je pense, était important pour Tony, c'est contre Brésil. Alors ce ne sont pas des combats, ce sont des séances de travail. Mais je suis persuadé que Tony et d'autres champions, d'autres professionnels, Devin Haney, ont engrangé d'autant plus de confiance après une bonne session de sparring contre un non qu'après un combat qui se passe bien contre un no-name. Je pense que, et je vais peut-être aller plus loin, mais je pense que la confiance chez des bons prospects, la confiance en eux, en leur potentiel, elle naît de bonnes sessions de sparring, plus que de combats. Je suis persuadé de ça. Et le combat, en fait, c'est la démonstration. C'est la confirmation qu'ils sont vraiment dans une bonne période, ils sont dans une bonne progression. Tu vois, quand Devin Haney, pour ne pas parler toujours de Tony, quand Devin Haney fait une grosse performance sur Showbox, sur Showtime, en fait, on voit tous la performance sur le ring. En fait, lui, il ne fait que confirmer toutes les choses qu'il a bien faites en sparring, où il s'est senti bien, où il a pris une confiance de dingue. Comme Tony a pris une confiance de dingue à des sparring comme ça. Et c'est bien normal. C'est bien normal. Et de toute façon, il est important de dire que ces sessions de sparring, et bon, ce qui serait bien, c'est qu'elles restent évidemment secrètes, mais ces sessions de sparring sont essentielles à tout prospect. Et essentielles. Et je pense que il n'y a aucune création de super champion possible si en fait il n'y a pas je dirais même des saisons, tu sais, comme des séries américaines, s'il n'y a pas des saisons de sparring faites. Voilà. Le sparring, finalement, pour des prospects, je vais être excessif, mais sont peut-être plus importantes que leurs combats contre des journeymen. Je pense. Je pense psychologiquement, en tout cas, pour moi, il n'y a pas photo. Voilà. Et puis, alors, histoire française qu'on connaît très bien, pour vous dire qu'un sparring, tout peut changer, c'est que malheureusement, le Tony Yoka, il avait, alors la blessure apparemment était déjà là, Tony Yoka n'a fait que la réouvrir, et quand Yoka se prépare comme il peut, avec les moyens du bord en France, c'est-à-dire donc avec pas des sparring topissimes pour préparer Wilder, voilà, ils sont obligés en 2015 d'appeler Tony, qui lui prépare les championnats du monde et les Jeux Olympiques, pour préparer Wilder, et puis voilà, il y a cette fameuse blessure au nez qui se rouvrira contre Wilder. Donc voilà, encore une histoire de sparring, encore une histoire de boxe qui allait chercher dans un sparring. Voilà. En tout cas, donc, j'ai essayé de faire un peu le tour de ces histoires de sparring, et on va remercier Tony de son beau sourire d'avoir été avec nous. Pour vous dire en fait que le statut du sparring est finalement cet entre-deux sournois entre l'entraînement physique et le combat, cet entre-deux sournois où toutes les histoires de rue, l'histoire des streets, tous les dramas dans le monde de la boxe naissent. Impressionnant. Si tu veux du drama, si tu veux des histoires, si tu veux que ça pinaille, si tu veux un petit peu des langues bien pendues, et que tu es à Las Vegas, va au Mayweather Gym. T'en auras des histoires. T'en auras beaucoup des histoires. Et ainsi de suite pour beaucoup de lieux aussi. Donc, voilà. En tant qu'historien de boxe, quelque part, je pense que voilà, une vidéo, là, ça, c'est ce que j'ai essayé de vous faire en mode live, même si c'est enregistré. C'est une vidéo
qui concerne les sparring, mais je pense que un vrai historien de boxe, écrivain, pourrait nous faire un livre sur les sparring, histoire de sparring. Et ça serait fascinant. Ça serait, je pense, véritablement fascinant. Voilà. Et il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup d'origines, de grandes histoires de boxe qui sont allées chercher dans les gyms, dans des duels, parfois fratricides, dans des duels parfois pleins de haine, dans des duels parfois pleins de jalousie, dans des duels parfois pleins d'amitié aussi, dans des duels parfois pleins de noblesse et parfois pleins de bassesse qui ont lieu pendant ces sparring. Voilà, le statut du sparring, question plus importante et une question auquel vous devez de répondre vous-même pour vos analyses de boxe. Voilà, je vous laisse avec ça, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt certainement pour une libre antenne, même si, comme je vous le disais, l'actu box est mi-figue, mi-raisin, enfin bof, de toute façon, le monde est bof, on est bien d'accord, même pire que ça. Mais bon, on va attendre, en tout cas, on a une date, c'est le 30 janvier. Là, c'est sûr qu'il y aura une nuit box sur la chaîne. Mais en attendant, il y aura des libres antennes qui vont arriver. Alors, restez branchés, restez attentifs, ça peut arriver à n'importe quel moment. Le capitaine peut se décider de vous faire une séance de sparring sur YouTube à n'importe quel moment. Donc, vous restez attentifs. Vous savez très bien qu'il y a, là je ne les ai pas mis aujourd'hui, mais il y a les t-shirts. Le lien sera dans la description avec toujours des nouveaux t-shirts. Allez voir, jetez un œil. Il y a des nouveaux t-shirts chaque semaine. Allez voir ça. Et puis, bien sûr, on se retrouve pour de nouvelles aventures box. Allez, portez-vous bien, mes pirates. Je vous embrasse. Ciao. Boum!